bienvenue à tous les auditeurs de Villefin Radio, la web radio de la Clé des mots. Je suis Isabelle, responsable de la bibliothèque La Clé des mots. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Carde Jean-Louis. Habitant de Villefagnan et usager de la bibliothèque La Clé des mots. Bonjour Monsieur Carde et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Isabelle. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour nous parler de la naftolette. La naftolette, c'est un mot sûrement inconnu pour quelques auditeurs. Pouvez-vous nous dire ce que c'est ? Au départ, il a dû penser au naphthol, qui est un produit chimique qui n'est pas un carburant, mais enfin qui est proche. Et il y avait un produit à l'époque qui avait un nom semblable pour désigner de l'essence. Donc je pense qu'il s'est dit c'est bien d'appeler ça la naftolette. C'est parlant. Ça correspondait peut-être aussi au choix d'un carburant, parce que vous savez peut-être que jusqu'en 1895, on a beaucoup hésité entre la voiture à l'essence et la voiture à alcool en particulier. Donc il y a eu d'ailleurs une course en 1895 où l'essence a gagné nettement par rapport à l'alcool. Et la dernière phrase de l'article du reporter de l'époque disait « Le pétrole l'emporte ». D'accord, donc la naftolette, finalement, c'est une voiture. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, parce qu'il faut bien dire, tous les habitants de Villefagnan connaissent. Voilà, c'est une voiture à essence. Voilà, ok. Mais qui a inventé cette voiture ? Alors, c'est mon arrière-grand-père, le docteur Claude Brottier. Alors, bon, c'était pas un mécanicien, mais c'était un petit surdoué, comme on dirait maintenant. Il avait tout réussi, je dirais, au niveau de ses études. Il avait donc une connaissance assez étendue. Il a eu cette idée probablement suite à tout un cheminement dont on pourra parler. Et il avait, bien entendu, des connaissances suffisantes pour pouvoir probablement faire une invention, parce que c'est carrément une invention qu'il a fait. C'est pas une copie ou l'utilisation de pièces détachées. D'accord, oui, parce que votre arrière-grand-père, c'est oui. ça, n'était pas du tout dans ce métier-là. C'était le médecin. Il était médecin. Il avait fait ses études de médecine à Paris, enfin d'abord à Poitiers, où il avait été lauréat, et puis des hôpitaux. Et puis après, à partir de la 2e ou 3e année, il allait sur Paris. C'est pas parce qu'on ne pouvait pas terminer à Poitiers, je pense, mais c'est parce comme il était lauréat, il avait été choisi, je pense, pour aller là-bas. Il avait fait que des études de médecine, en fait. Continuez à le présenter. Il a été aussi maire de la commune. Alors, il a été maire assez vite parce qu'en fait, son père qui était percepteur, qui était très aimé, avait été maire avant lui à partir de 1888. Et il avait d'ailleurs été réélu en 1896. Et puis, il a eu probablement une crise cardiaque. Il est mort brusquement quelques jours ou quelques semaines après son élection. Et comme mon arrière-grand-père était déjà au conseil municipal, il s'est présenté à son tour comme maire et il a été élu. Et donc, jusqu'en 1919, il a été à la mairie de Villefagnan. Et il a démissionné de son poste de maire en 1917 pour des raisons diverses qu'on pourrait expliquer, et il est resté quand même au conseil municipal jusqu'en 1919 avec son adjoint qui était maire à sa place, en attendant les élections qui ont été faites en 1919. Et d'ailleurs, c'est son adjoint qui a été élu à nouveau. Donc on peut imaginer qu'il ne manquait pas d'occupation. Comment a-t-il eu l'idée de créer la naftolette ? Alors, je pense que c'est un cheminement. D'abord, c'était un personnage polyvalent. Quand il a fait ses études, il a vraiment raflé tous les prix d'Angoulême, du lycée qu'on n'appelait pas le lycée Guette-Balzac à l'époque. C'est récent, cette dénomination. On l'appelait le lycée impérial, puisque c'était un lycée. On était encore sous le Second Empire. Il est né en 1859, donc... c'était plus l'Empire, c'était le début de la République en 1874, mais enfin, c'était encore le lycée impérial. Et il a donc terminé ses études brillamment et il a passé ses 2 bacs, bac philo et bac maths.
Donc il était capable de faire un petit peu toutes les sciences. Hein, oui. Et donc il est parti à Paris, comme je le disais. Il était fiancé à cette époque-là, en 1877, à Louise Joubert, qui était la fille de l'ancien maire, Oscar Joubert, d'où le nom d'ailleurs de la rue où j'habite. D'accord. Et en fait, Oscar Joubert a eu une crise cardiaque lui aussi d'ailleurs, en 50 ans, d'un seul coup. Donc lui, il est parti, il a fait ses études, et c'était vraiment le début de la période où il y avait toutes les inventions de la locomotion. En particulier, le vélo avait été inventé par Michaud en 1869, quelque chose comme ça, ou même un petit peu avant. Parce qu'avant, c'était des draisiennes, on poussait avec les jambes. D'accord. Et en fait, ce qu'on a inventé à cette époque-là, Michaud, c'est le pédalier, c'est de pouvoir tenir et d'être indépendant, de ne plus poser le pied par terre. Alors, il a vécu les premières courses, quand lui, il était étudiant, il a vécu les premières courses de vélo. Et puis, il a vu arriver les premières voitures. J'ai plus en tête, là, mais les premières voitures, en particulier les Allemandes, qui s'exposaient aux expositions de Paris. Et puis, après, quand il a eu fini ses études, d'abord, il avait acheté un vélo, entre-temps, que j'ai toujours. Et puis, il s'est dit, bon sang, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de voitures pour le commerce, tous les représentants commerciaux, les médecins. Pourquoi pas créer une petite voiture, mais je veux pas des grosses voitures compliquées. Alors, on n'a aucun modèle, en fait, parce que cette voiture a été en 3 exemplaires. On n'a malheureusement pas de modèle. Il y a des plans, mais c'est tout, quoi. Et des photos, quand même. Nous avons des photos. D'accord, parce que les roues, on dit alors des les roues roues, de vélo, hein. Ce sont comme des roues de vélo. Parce que vous m'avez emmené la photo, du coup, exactement, regarde, c'est des roues de vélo, mais c'est des pneus gonflables, quoi, comme des vélos. D'accord, donc c'est un peu un mix voiture-vélo, finalement. Ah non, beaucoup le pneu venait d'être inventé, le pneu gonflable. D'accord. Il avait été inventé comme si c'était en 1883 ou 87, c'est très récent. Les premiers vélos, jusqu'à son vélo, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu dater son vélo, les premiers vélos étaient soit avec des roues de charrue, enfin les roues de chariot en bois ferré. Et puis en fait, ça a été inventé, je crois, c'est en 1882, quelque chose comme ça. Donc lui, il avait déjà ses pneus, c'était moderne au contraire, mais c'était pas les gros pneus qu'on a inventés après. Voilà. Alors après, il y a donc les 4 roues, parce que c'est pas un tricycle. Il avait aussi prévu, il avait fait des plans de tricycle, il avait prévu aussi d'en faire après. Il y a sur les côtés, on peut s'appuyer sur des rebords comme des chaises pour pas tomber. Il y a deux sièges arrière, une banquette en fait, et puis devant, il y a un strapontin amovible possible qui fait vis-à-vis des 2 personnes qui sont en face. Donc en fait, la personne qui est sur le strapontin, elle cache un peu la vue. D'accord, elle tourne le dos. Elle tourne le dos à la route et elle cache un peu la vue au conducteur. D'accord, mais je vois pas le volant. Alors le volant, c'est un petit, c'est pas un volant, c'est un petit système. Une manette peut-être. Oui, c'est un système long. J'ai oublié le nom un guidon, c'est une sorte de guidon. Mais je crois qu'il avait rapidement, il a dû mettre un volant après pour l'autre modèle. Parce que là, à regarder, en fait, ça fait un peu comme une charrette sans les chevaux. Non, non, quand même pas, parce que la charrette, il y a des grands rebords. Alors, devant, vous avez déjà un éclairage, pour pouvoir, pour la nuit. Enfin, c'est à mon avis plutôt pour être vu, parce que j'ai dû croire. Il y a des marchepieds. Des marchepieds, oui, parce voilà, qu'elle doit c'est ça. Un petit peu haute. Voilà. On voit que les roues, et puis, bon, c'est vrai que c'est assez simple parce que qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un moteur. Alors, le premier modèle, c'est-à-dire la naftolette, le moteur était à l'avant. Et donc, après, il y a une transmission pour entraîner les roues arrière. Et puis, bien entendu, il y a des freins. Ah oui, c'est bien. Et alors, ce qui était amusant dans cette voiture, ce qui prouve qu'il ne s'était pas trop embêté, il pensait que ce n'était pas compliqué puisque la voiture était très légère. La voiture n'avait pas de marche arrière. En tout cas, elle
Elle n'était pas obligatoire. On pouvait l'avoir en adjonction, mais normalement, il y avait 2 vitesses, et puis point final, et on allait à 24 km/h. Une de mes grandes tantes avait fait une petite nouvelle qu'elle avait racontée. Un jour, ils étaient partis pour aller voir un oncle qui était bijoutier connu à Aigres, l'oncle Chauveau. Et ils étaient tombés en panne, d'ailleurs, au retour. Et elle disait qu'ils avaient été très vite, et ils étaient allés à 24 km/h, c'était phénoménal, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça a été un afflux énorme à cette époque. Au juste au moment où il l'a créé, tout le monde a commencé à créer sa voiture. Enfin, je veux dire tout le monde, pas n'importe qui quand même. Mais pensez que Renault, par exemple, a créé sa voiture la même année, en 1898. Mais au départ, la voiture de Renault était à peu près semblable quand on la regarde, peut-être un peu plus costaude que celle de mon arrière-grand-père, mais elle était à peu près avec la même simplicité, mais ça a évolué à une vitesse phénoménale. Déjà en 1901, c'était plus du tout les mêmes voitures, il y avait une concurrence acharnée, on manquait d'acier, vous verrez, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais il y a eu rapidement des ruptures pour acheter des matières premières parce que tout le monde se ruait là-dedans. Et les vitesses ont augmenté. Les courses qui se faisaient dans les années 1904, par exemple 1903, on allait à plus de 100 km/h, à tel point que Marcel Renault, qui faisait en même temps, qui travaillait avec son frère, mais qui faisait en même temps des courses de voitures, s'est tué à Couévérac, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les routes n'étaient pas goudronnées, elles ont été goudronnées après 1920. On a inventé le goudron début du siècle, on a commencé à goudronner, à trouver le goudron vers 1910. Et en fait, vous imaginez, il n'a pas vu, il y avait de la poussière devant lui, il n'a pas vu, dans un tournant à Couévérac, il s'est planté. Et il est mort dans les 48 heures, il est mort des suites de ses blessures, il était dans le coma, puis voilà. Donc on allait quand même à plus de 100 km/h dans les années déjà 1903. Oui, donc nous, aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais... Pour les coureurs seulement. Hein. Les gens comme les gens qui avaient une voiture à l'époque, comme mon grand-père, il y en avait très très peu. D'ailleurs, à ce sujet-là, je peux dire qu'il a eu la première carte grise de la Charente. Il a le numéro 1, j'ai amené d'ailleurs la carte grise. Il a le numéro 1 à la préfecture des cartes grises. D'accord, donc on peut dire que c'est la première voiture... Voilà, c'était pas vraiment une carte grise. Alors, il y a eu des voitures qui ont été assemblées par des gens qui achetaient des pièces. Hein. Il y a un monsieur qui était vers la région de Confolens qui a fait des voitures comme ça, qui était garagiste, mais c'est pas une invention. Il faut votre arrière-grand-père l'a vraiment inventé. Alors, bien entendu, il a acheté des pièces lui aussi, mais les pièces principales, je dirais. Le moteur, on a eu un moteur breveté. Alors, on était sur un moteur qui fonctionnait comment ? Avec quel comme tous les moteurs à essence, avec un piston, un cylindre. Alors le cylindre, il les faisait fabriquer parce que par contre, on faisait fabriquer des cylindres de base et après, on les ajustait, on les adaptait, on les finissait, j'ai envie de dire, à l'usine. Il y avait une usine. Alors, il a d'abord créé son modèle. De mémoire de famille, la voiture a été inventée en 1898. Par contre, elle n'a été vraiment commercialisée qu'en 1899. D'ailleurs, il a fait un article à ce sujet-là dans la Locomotion automobile, qui était le journal de l'époque, le plus grand journal du monde. Et il a d'ailleurs fait 3 articles. Il y en a eu un premier où il disait qu'il avait une voiture qui était adaptée justement aux gens qui faisaient des voyages comme les représentants commerciaux, les médecins, et que c'était ce qu'il a voulu faire, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une voiture sûrement dans pratique. Son métier, il avait besoin de... Voilà. Et le moteur, en fait, un piston, comme d'habitude, soupape, etc. Hein, c'est un moteur. Alors, il l'a fait breveter, ça s'appelle Breutier-Pugnot, mais en fait, il a été utilisé très peu. Les premières voitures avaient un moteur avec son carburateur. Par contre, on a son carburateur breveté. D'accord. Les brevets sont à Nantes, comme tous les brevets, donc on l'a retrouvé, parce que nous, on ne l'avait pas à la maison, le brevet. Parce que c'est difficile à expliquer, mais après, comme il a cédé sa voiture quand il a arrêté, il a eu cédé le brevet en même temps.
D'accord. Alors, vous nous dites que cette voiture roulait à 24 km/h, Oui, ce qui c'est était ça, déjà c'est le souvenir que j'en incroyable ai. dans ces années-là. Mais quelle distance pouvait-il parcourir? Est-ce qu'il faisait uniquement se promener dans Villefagnan? Est-ce que... Alors ça, c'est une chose dont j'ai aucune donnée. Je ne crois pas avoir vu l'autonomie dans tous les papiers que j'ai. Alors il faut savoir que on a des plans manuscrits, je dirais, faits à la maison, des ébauches, mais tous les plans, hein, une année, on les avait prêtés et en fait, on ne nous les a pas rendus. Donc, Donc, vous je ne savez serais, pas, je est-ce serais qu'il pouvait content aller si je jusqu'à pouvais les Ruffec, retrouver. Mais... Angoulême? Vous ne savez pas trop Alors, dans mon idée, il devait pouvoir faire quand même des trajets assez longs, puisqu'il avait été à Angoulême avec, à Place Beauvau, d'après les souvenirs familiaux, justement pour la présenter. Par contre, j'ai rien retrouvé dans la presse, mais bon, c'est pas évident, parce qu'il manque beaucoup d'éléments dans la presse, dans les archives. Ce que je sais, c'est qu'il avait été à Aigres, ça c'est sûr. Et que lui, dans son objectif, c'était quand même de desservir tout le district de Ruffec, puisqu'il allait loin. Lui, il allait par exemple à Montalembert, il avait des clients à Montalembert. Il l'utilisait à la quotidiennement pour son travail, hein? Alors, ça aussi, c'est des questions que j'ai pas de réponse, parce que je n'en sais rien. Jusqu'ici, il utilisait le cheval avec soit directement, soit avec une carriole. Et je pense qu'il a dû continuer quand même à utiliser souvent le cheval, mais en même temps, il avait acheté une bolée, parce que, en fait, avant d'avoir sa voiture, ou enfin, disons, d'une manière concomitante, il a eu une bolée dont on a la photo, puisqu'on a sa photo devant la maison avec cette bolée. C'était assez spécial. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une bolée? Alors, pour la les gens qui bolée, ne savent pas, c'est la voiture de Monsieur Bollet. Monsieur D'accord. Bollet, qui était un pionnier, c'était encore bien avant mon grand-père, mon arrière-grand-père, puisque c'est des voitures des années 1878 à peu près, 80. Donc ça, c'était un producteur du Mans. D'ailleurs, il faisait ses essais sur le circuit qui est devenu le circuit du Mans, hein. C'est arrivé comme ça parce qu'il avait son usine là-bas. Alors, cette naftolette, est-ce qu'elle a été commercialisée? Parce que vous avez dit qu'il y en avait eu 3, c'est ça? Voilà, il y en a eu 3, je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup plus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il a vu qu'il avait cette machine, alors il s'est dit, il faut que je puisse la fabriquer d'abord. Donc, il s'est associé à un mécanicien de Ruffec qui s'appelait Pugnot, Arthur Pugnot. Et il a donc fait une société, Brottier-Pugnot, qui était à Ruffec. Il a fallu donc recruter des ouvriers. Là, j'ai la liste des ouvriers, bon, ça tournait, hein, mais grosso modo, il y a pu y avoir entre 10 et 25 ouvriers en fonction de l'époque. La majorité était de Ruffec, mais il y en avait un peu plus autour dans la Charente. Donc c'est amusant, d'ailleurs on voit les durées de travail à cette époque-là, parce que j'ai des carnets aussi de salaire. Et on était sur quelle durée alors? Oh là là, les gars ils travaillaient 10-12 heures, hein. C'est pas les 8 heures par jour. Oui, c'est pas les 8 heures ou même la semaine de... La 35 semaine de 35 heures, hein. heures, on n'y est pas. On en est loin. Alors, quelquefois, ils s'organisaient différemment. C'était en fonction des coups de bourre aussi, parce que comme il y avait beaucoup de problèmes pour les approvisionnements, il y avait des ouvriers qui, des fois, décidaient, ils disaient, bon, moi, je veux bien travailler tout le week-end. Hein, parce que, en plus, le samedi, on travaillait. Hein, et même, il y a des fois, j'ai vu qui travaillaient le dimanche. Hein. D'accord, oui. Voilà, c'est assez spécial. Bon, donc, il a créé cette entreprise qui se trouvait route de Montjean. Ouais. À Ruffec. Il y a encore les ateliers, on distingue un peu écrit Pugnot, bon, mais c'est vraiment pratiquement invisible, hein, maintenant. Et puis, il a fallu créer une société sous commandite, enfin, donc avec des associés, Ouais. et donc trouver des gens qui ont voulu mettre de l'argent. Donc, il y a eu un capital de 20, je ne sais plus combien c'est, mais enfin... un capital important quand même. Et alors, c'est très amusant parce que à ce moment-là, il a sollicité tous ses amis et tous les gens qui pouvaient, je dirais, l'aider. Alors, il y avait par exemple le maire de Souvigné, Émile Beau, il y avait Henri de Benègue qui était épicier et c'était son premier adjoint. Il y avait le pharmacien de Ruffec, Louis Dumergue.
Il y avait Edmond Forgery à Villefagnan, à Fondôme. Il y avait le conseiller d'arrondissement qui était Henri Fragnot, etc. Et puis, il y avait même le curé, vous voyez. Il y avait le curé doyen de Villefagnan, qui était François Hippolyte Palan-Lamirande, qui était d'ailleurs un cousin éloigné de la famille. Et il y avait le libraire et imprimeur de Ruffec, Léon Picard, celui qui a écrit l'histoire de Ruffec. Voilà. Donc, et il y avait même un avocat d'Angoulême, Daniel Touzeau. Vous voyez, il y avait du monde. Il y avait du monde, oui. Il y avait aussi Monsieur de l'Étang, qui est connu ici. Alors, il a commencé à créer cette voiture et très rapidement, il s'est aperçu qu'elle était déjà périmée. Ça, il a bien compris, oui, surtout qu'il était dans une période où les inventions allaient très vite. Voilà. Alors, en plus, il a cherché à l'écouler et c'est là qu'il a eu du mal à trouver. Alors, il a réussi à trouver, je ne sais pas comment, parce qu'il y avait un gars qui faisait déjà un représentant commercial de voitures à Clermont-Ferrand, qui faisait tout le sud-est. Marseille, Clermont-Ferrand, Lyon. Donc, il a eu énormément d'échanges. Si vous saviez le nombre d'échanges de lettres qu'il a eu en 1 an et demi, c'est phénoménal. J'ai des copies, mais malheureusement, c'est peu visible parce que ces lettres, vous savez, c'est du carbone. Des espèces de lettres carbonées, on voit pratiquement rien. Mais il a eu plus de 500 lettres en très peu de temps, sans compter les commandes. En 1 an, il y a plus de 300, 400 commandes de matériel. Ouais. C'est énorme. C'est énorme sur cette époque-là, sur cette durée, je dirais, d'un an et demi, même pas. Et alors, il avait trouvé quelqu'un qui voulait écouler ses voitures, avec qui il s'est associé. Il a fait un contrat à Ernst, c'était quelqu'un à Paris. Puis très rapidement, c'est avéré que c'était un mauvais élément, je dirais, qu'il a fait faillite. Et du coup, il l'a entraîné dans sa faillite très, très rapidement aussi. Alors, ça n'a pas marché longtemps. Voilà. Donc, de ce côté-là, ça a été assez difficile aussi. Alors du coup, votre grand-père, qu'est-ce qu'il a fait après la naftolette ? Alors en fait, donc, il avait remarqué que cette voiture a été vite périmée, j'ai envie de dire, avec l'évolution du temps. Et au lieu de faire une voiture en bois, d'abord il a voulu faire une voiture en métal, d'abord plus robuste et surtout plus légère. Il a en plus rajouté des petits éléments, des porte-bagages, etc. Les places, il l'a mis à 2 places. Je pense qu'il n'y avait plus le vis-à-vis, le strapontin en vis-à-vis. C'est d'ailleurs pas plus mal parce qu'on ne voyait pas grand-chose. J'ai oublié de dire qu'il y avait... Il l'appelait comment, pardon ? Alors, il l'appelait la charentaise. Hein. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y avait des ressorts, des amortisseurs déjà quand même sur les voitures. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Pour l'autre, elles ont eu toutes les deux des ressorts. Alors, la naftolette, elle avait donc une traction arrière, hein, alors que la charentaise était en traction avant, voilà. Et autrement, il y avait beaucoup d'adaptations en fonction des demandes, parce que ce qu'il disait, c'est que voilà, j'ai un modèle de base, mais je peux vous faire ce que vous voulez. Suivant Alors, il disait, je peux vous rajouter un moteur. Par exemple, il pouvait mettre 2 moteurs. Et il vous disait, c'est en fonction de ce qu'on voulait faire, hein, des objectifs. Et alors, les moteurs, c'était des moteurs de 2,5 chevaux à peu près. Alors, les différences aussi avec la naftolette, c'était que il y avait des différences d'alésage, de course, au niveau du moteur. Les tours, ce que je sais que pour la charentaise, c'était 1100 à 1300 tours par minute. Le refroidissement était par ailette, c'est-à-dire, vous savez, comme les moteurs où on voit les petites ailettes, là, comme les mobylettes. Alors c'était à ailette, refroidissement par air. Il y avait 2 soupapes qui étaient côte à côte de chaque côté de la culasse. Et donc ça, c'était le moteur avec le carburateur Brottier-Pugnot, breveté. Et du coup, la charentaise, alors... Il y avait même un silencieux pour l'échappement. Ah oui. Ça se faisait déjà à l'époque. Ça se faisait déjà. Mais est-ce qu'elle avait la marche arrière, du coup, la charentaise ? Alors, celle-là, c'est pareil. La marche arrière était sur demande. C'était optionnel, hein ? Pas de marche arrière, sauf demande. C'était optionnel. D'accord, donc on avançait jusqu'à ce qu'on À première vue, ça ne devait pas trop les gêner, les mains. Il y avait sûrement plus de facilité, plus de largeur sur les routes pour faire demi-tour. Et vous savez, quand... moi, j'ai eu la chance d'assister aux 70 ans de Renault à Paris. C'était en 1968, un petit peu après les événements, en septembre. Et j'avais pris un film.
Et en fait, quand on a vu arriver la voiture de Renault de 1898, et il la poussait. Hein. Il la poussait, il l'orientait. Je pense que comme c'était une voiture très légère, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Hein. Et là, la voiture, je vous ai dit tout à l'heure, mais en fait, la Naftolette était plus légère que je le disais. Elle faisait 180 kilos à peu près. Supérieure au Galage, 180 kg, et alors que la Charentaise est un peu plus lourde. Elle pouvait aller de 250 à 400 kg en fonction du modèle. Le modèle à 5 chevaux, c'est deux moteurs ou à 5 chevaux, elle était, Elle elle était plus plus vite lourde. du coup? Alors non, à première vue, non. Il y c'est avait deux pareil. vitesses qui allaient de 10 à 10 et 24 km/h, et puis 3 vitesses, c'est-à-dire c'était plutôt pour aller plus lentement au contraire. Il y avait, quand il y avait 3 vitesses, il y avait 6, 12 et 24 km/h. Voilà. Et donc pas de marche arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui ça nous semble peu, mais autrefois... Alors il avait modifié aussi une chose, c'est-à-dire que la première voiture, elle était à friction, c'est-à-dire et à chaîne, c'était une chaîne, la transmission, alors qu'après c'était par courroie et par cône de friction. Alors, c'est vraiment, ils évoluaient en cours de route tout le temps. C'était ça. Le volant à crémaillère, c'était peut-être ça le nom que je recherchais tout à l'heure. C'était des volants, je pense. Et puis après, les roues donc articulées à essieu, s'il appelait ça à essieu brisé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais il démarrait comment cette voiture? Parce que nous aujourd'hui on prend une clé, on démarre. Alors, vous savez, le démarrage, alors moi, c'est un peu un mystère parce que j'ai l'impression qu'il y avait des voitures qui avaient déjà des démarreurs et pourtant, mon oncle Jacques, qui a connu les voitures qui arrivaient chez nous de clients, il y en avait quelques-uns qui arrivaient en voiture. Un jour, il avait arrivé une voiture pendant qu'il jouait et puis il a vu le gars arrêter la voiture. Bon, très bien. Et puis, quand il est reparti, il voit la personne qui remonte dans sa voiture. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça il démarre pas avec sa manivelle. Ouais. Et puis en fait, c'était un démarreur électrique. Et donc ça, c'était vers 1923-1924. Alors, je sais pas. Mais enfin, moi, à l'époque, pour la Naftolette et la Charentaise, ils n'avaient pas de démarreur. Hein. Il fallait la manivelle. Hein. Voilà. Donc ça, c'était un point. Alors, il y avait quand même, pour l'allumage, le démarrage, il y avait quand même une bobine, une pile, un accumulateur. Fallait quand même un système électrique, c'est ça que je veux dire. Hein. Oui, on était déjà dans une invention très poussée, une vraie voiture. Tout ça, ça avait déjà été inventé en fait. Hein. Les freins, alors le frein, il y avait deux freins pour la Naftolette. Il y avait un frein à main et un autre à pédale. Donc un frein à pied, quoi. Hein. Et pareil pour la Charentaise, il y avait deux. Alors là, il l'avait un peu modifié, frein à ruban, l'un au pied, qui freinait sur l'arbre des poulies, sur l'arbre à poulies, et l'autre à la main qui freinait sur les essieux arrière. Donc c'était en fait, ils n'avaient pas le même point de freinage, les deux types de freins. D'accord. Alors du coup, le coût financier de création de cette voiture, la Charentaise par rapport à la Naftolette? Alors la Charentaise était un petit peu plus chère puisque la Naftolette coûtait 2500 francs. Et la Charentaise coûtait 2800 francs de base. Et suivant les adaptations dont j'ai parlé tout à l'heure, moteurs différents, ou deux moteurs, tout ça, on arrivait à 3500 à 5000 francs pour le modèle 5 chevaux, par exemple. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que c'était des francs qui n'avaient pas du tout la même valeur que la nôtre. On pourrait multiplier par 10, je pense, la valeur. Oui, on n'était pas du tout sur les mêmes valeurs actuelles. C'était des francs or à l'époque. Quand vous alliez avec un louis d'or au marché, vous faisiez tout votre marché avec. Ouais. Hein. C'est pas du tout pareil. Donc il a fallu faire de la pub pour vendre cette voiture. Il a fallu se faire connaître. Alors comment a-t-il fait la pub? Alors d'abord, il a commencé à parler de sa voiture avant même de l'avoir. Le premier article qu'il a fait, c'est un article qu'il a fait en 1899, en février, et où il parlait déjà dans le courrier des lecteurs que lui, il avait fait une voiture avec un mécanicien de Ruffec, et ça, c'était en février. Enfin, ça confirme, disons, le souvenir familial qui nous dit que la voiture avait été inventée en 98. Autrement, il a fait un article complet sur la Naftolette, et alors c'est formidable parce qu'en plus il a eu le droit à la première page et la photo de couverture.
Ah quand oui. même, sur quand même la revue automobile de l'époque, qui est en fait la locomotion automobile. Vous avez, ça c'est la charentaise, mais pareil pour la naftolette. Ça, il a eu à chaque fois la première page et la couverture. Oui, donc vous nous avez emmené la couverture du journal qui date du 30 novembre 1899. Alors ça c'est pour la charentaise. Et il y a eu donc 3 articles. Et à chaque fois avec la présentation de la voiture dans le journal. Voilà, là c'est écrit la charentaise nouvelle naftolette, système Pugno et Brottier. Donc là, la pub, il l'a eu quand même. Alors je vais même vous dire, ça a été efficace, parce que c'est ça qui est assez remarquable. Et ça, moi, je l'ai amené aussi, parce que pour vous donner une idée, c'est les gens qui l'ont réclamé, la voiture. Il y a eu des gens en France, mais il y a aussi des gens à l'étranger. Des acheteurs étrangers de la naftolette et la charentaise. Alors bien entendu, la malhonnêteté, ça existait déjà à cette époque. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont demandé le moteur, qui ont demandé la machine, et puis qui ont copié, et qui n'ont jamais acheté la voiture. Ah, ça existait. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, le premier article qui est paru, donc je vous ai dit, c'était au Courrier des lecteurs, c'était en février 99. Après, il en a mis un le 1er mai 99 pour la naftolette, et puis un, comme vous disiez tout à l'heure, le 30 novembre, juste avant l'exposition de voitures. Ça a été la première exposition de voitures qui a eu lieu du 13 au 27 décembre 1899, Porte-Maillot, à Paris. Donc là, en fait, la première année, il n'y avait pas encore de salon de la voiture. Ouais. C'était le salon du vélo. Et on avait obtenu que les voitures puissent avoir une place. En fait, elles existaient depuis longtemps déjà, les voitures. Mais si vous voulez, il n'y avait jamais eu de possibilité de les exposer dans le salon des vélos. Jusqu'ici. Alors, à la suite de ça, beaucoup de gens demandent à voir la voiture, à avoir des échantillons. Il y a eu la société Maxwerk Art et Schwarz à Cologne, en Allemagne, qui fera l'objet d'ailleurs d'un litige pour récupérer un moteur envoyé en échantillon. Donc vous voyez comme les gens n'étaient pas très honnêtes. La société Motorrad und Fahrrad à Dresde, en Allemagne. Une autre société en Autriche. Une autre société en Hongrie. Une société à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le tour du monde. Une société en Angleterre et en Irlande, à Londres, à Dublin, etc. Une société en Suisse, John Automobile, à Lausanne. Et une société en Belgique, à Anvers. Donc vous voyez, ça vraiment, il y a eu des demandes, si vous voulez. D'ailleurs, vous voyez, j'ai les en-têtes des gens, là, des lettres. Oui, je vois. Oui, voilà. Donc c'est quand même très, très, très amusant, toutes ces demandes. Alors, ce qu'il y a, c'est que rapidement, il a été piégé, j'ai envie de dire. Parce que, si vous voulez, quand on a ça, il faut avoir derrière une grosse capacité à fournir. Et c'est là que je voulais un peu expliquer aussi, c'est qu'il a sûrement fait une erreur parce qu'il n'était pas du métier et qu'il n'a pas réalisé. Et donc, il avait des handicaps pour réussir. D'abord, les premiers pionniers qui datent d'après la guerre de 70 avaient déjà réalisé quelques prototypes. Comme Bollé, ils avaient de l'avance sur lui. Et ils avaient déjà des nouveaux modèles qu'ils avaient travaillés et qui furent exposés au moment de l'exposition de la Tour Eiffel. Ouais. Parce que ça, j'ai oublié de vous le dire aussi, c'est que quand il s'est marié, quand il est revenu, au bout de 7 ans, sa fiancée l'attendait depuis 7 ans, il s'est marié en 1883, et en 1889, il y a eu l'exposition universelle de la Tour Eiffel. Oui. Et on en a profité pour faire une exposition de voitures, à ce moment-là, avec des Bollé, des Benz, des Dion-Bouton. Donc il a vu ça avec sa femme. Donc tout ça aussi, ça l'a travaillé, je dirais. Hein. Après, en 1890, il y a quand même un engouement assez important. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de faire sa propre voiture. Mais c'est pas tout. Il était quand même plus facile pour un fabricant, quelqu'un qui voulait se lancer dans la fabrication de voitures, d'avoir quand même déjà un atelier de mécanique. Or lui, en tant que médecin, il n'avait pas d'atelier de mécanique. Donc il a fallu qu'il s'en trouve un. Ouais. Et on n'est jamais sûr des gens qu'on trouve, de la fiabilité des gens avec qui on va travailler. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour celui qui, comme certains pionniers, j'ai pas le temps de citer, ils avaient déjà une forge, par exemple. Il y a beaucoup de gens dont beaucoup d'inventeurs dont les parents le père était forgeron. Oui, il n'avait pas les moyens, lui, de tout ça. Voilà, il avait pas les moyens. Par exemple, Barré, à qui il a cédé sa voiture après, à Niort, il avait déjà fait du cycle à Parthenay. Il avait déjà du matériel. Donc c'était beaucoup plus facile. Et il avait déjà un réseau pour les vélos. Ça, c'est important. À Renault, ils étaient 3 frères.
ils étaient sur Paris. Donc, du point de vue livraison, c'était très facile. Il y avait le train, il y avait des tas de choses. Enfin, nous, on avait de la chance, on avait quand même le train Ruffec. Hein. Donc, il fallait s'associer. Ça, c'était un problème. Il y avait aussi l'argent. L'argent au départ. Il faut beaucoup d'argent pour tenir plusieurs mois quand on fabrique Oui, on imagine quand on des prototypes. Pour payer les personnes, Voilà. Et les ces employés. prototypes, il faut les diffuser. Ouais. Dans 3-4 garages au moins en France, dans 4 régions, ce qui était presque impossible. Il fallait qu'il en ait un à Paris, ce qu'il a fait, qu'il en ait envoyé un autre à Clermont-Ferrand, il fallait qu'il en ait un en Charente, et là, il a eu du mal à fournir. Ça, vous comprenez bien que le comte de Dion, qui a fabriqué les Dion-Bouton, lui, il avait derrière lui sa fortune. Ouais. Donc c'était quand même beaucoup plus facile. Alors c'est ça, en fait, je crois qu'il n'a pas mesuré au départ. Sans compter que vous avez eu beaucoup de malversations terribles. Un grand inventeur comme Georges Richard, qui a été un entrepreneur génial, il a été débarqué de sa propre entreprise en 1905 par son ingénieur principal. Il a profité du moment où il était blessé, il était dans un hôpital pour lui prendre son entreprise. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait déjà des gens malhonnêtes. Ah oui, c'était déjà très très agressif à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de chutes à ce moment-là dans les fabricants, il n'y a pas de doute. Enfin, voilà. Donc, 2 voitures, et puis on en arrive donc à la fin très rapidement. Premier bilan, vers le mois de novembre, décembre, il s'aperçoit qu'ils sont déjà en déficit de 8 000 francs. Alors, conseil d'administration, discussion, et on décide quand même de continuer. Et puis très rapidement, ils se sont aperçus qu'ils n'y arriveraient pas. Ouais. D'autant qu'entre-temps, on a eu cette affaire Ernst à Paris, où celui qui devait écouler les voitures a fait faillite. Et en avril 1900, je crois bien, à ce moment-là, il a décidé de fermer l'entreprise. Mais il a fallu liquider derrière. Et là, ça a été un vrai parcours du combattant, un chemin de croix, j'ai envie de dire, parce que pendant 1 an, il a liquidé. Et comme il ne voulait pas, par correction, que les gens qui l'avaient aidé dans la société en commandite perdent de l'argent, il a tout remboursé. Et ça a été une catastrophe pour lui, à tel point que ma grande-tante, qu'on voit sur la photo d'ailleurs avec son ombrelle de la première voiture, n'a jamais voulu en parler. Et elle s'est décidée à en parler très légèrement avec une lettre en 1960. Parce que c'était un souvenir affreux pour elle. Ça avait été une période où il avait fallu vraiment cravacher et puis se battre pour arriver. C'était un moment difficile, cette belle histoire. C'est une belle histoire, mais qui a mal fini, quoi. Probablement parce qu'il n'avait pas pris assez de précautions pour que derrière ça puisse fonctionner. En tout cas, on reste quand même sur la belle histoire et sur cette très belle invention. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que Claude Brottier, c'est pas simplement la voiture. On aura l'occasion d'en parler d'autres fois. Mais enfin, Claude Brottier, c'est aussi le maire de Villefagnan pendant une 30aine d'années quand même, malgré tout. Enfin, il a été là, il a fait beaucoup de choses. Il a organisé beaucoup de fêtes aussi. Par exemple, la Grande Cavalcade, par exemple, qui a été une sorte de au Puy du Fou, où on fait un spectacle avec les gens du village. Oui. Lui, il l'avait fait déjà, ça. Ah, il avait fait ça, Il avait fait ça avec la Grande Cavalcade, où il y avait tous les gens de Villefagnan qui se déguisaient et qui devaient chanter des couplets d'une chanson qu'il avait fait. Il avait fait toutes les paroles, il y avait 25 couplets à peu près, je l'ai emmené là quelque part. Et il y avait... la musique avait été faite par le curé, et lui, il avait fait les paroles. Enfin, la musique était assez simple. Parce qu'il fallait que ça soit simple, de toute façon, pour que ça soit répété. Donc, ça a été un très grand succès. Ça devait être très vivant, en tout cas, comme... Voilà. Alors, à chaque fois qu'il y avait le comice agricole, on organisait des fêtes. Ouais. Et ça, il a été très fort pour faire ça. Ça a été fait jusqu'en 1910 à peu près. Jusque dans les années 20. Je crois bien qu'il y avait eu encore un comice après la guerre. Et puis après, ça s'est terminé. C'était un homme formidable, on peut le dire. Il touchait à tout. Il était probablement hyperactif, j'imagine. Alors, pour finir cette interview, est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote ou un moment marquant à Villefagnan ou à la Clé des Mots ? Une anecdote familiale, si vous voulez. Oui, allez-y, racontez-nous. Bon, ça, moi, je n'ai pas connu, mais si vous voulez, c'est une anecdote qui a beaucoup marqué ma mère et puis sa fratrie et ses cousins, en fait.
C'était en 1927. Alors, je m'aperçois tout compte fait que moi, ça me paraît proche parce que j'ai eu l'histoire dans la tête. Mais en fait, ça fait quand même déjà un siècle, malgré tout. C'est ça. Ils étaient 8 enfants et ma grande-tante en avait 5. Et en fait, là, ça concerne les 11 enfants, les 11 premiers, qui s'ébrouaient dans le jardin familial que vous connaissez là-haut, là. Et quand soudain, un énorme choc, assorti d'un grand souffle, se fit entendre vers les anciens communs qui longeaient toute la rue Oscar Joubert, c'est-à-dire de la rue de la Chapelière jusqu'à la rue de Sauzet, là. Oui, Eh ben, il y avait des bâtiments. Tout le long, là. Et la rue était beaucoup plus étroite. Elle était comme celle de la Chapelière. Elle faisait 3 mètres ou 3 mètres 50 de large. Oui. Et les bâtiments, là, étaient assez importants. Donc, un grand souffle se fit entendre. Et à ce moment-là, un énorme nuage de poussière qui s'est élevé dans les airs. Si énorme qu'on m'a dit, moi, qu'il était visible d'assez loin sur la route d'Aigre, peut-être de Souvigné. Oui, c'est incroyable. Hein. C'était assez important. Je pense que tous les gens de Villefagnan, malheureusement, maintenant, il doit plus y en avoir beaucoup qui se souviennent, mais ont dû venir pour voir ce qui se passait. Et tout de suite, l'ensemble des vieux bâtiments, en fait, venaient de s'effondrer. Ma grand-mère et ma grande-tante sont sorties de la maison. Dans la pagaille, ils ont compté leur cheptel d'enfants. Afin de vérifier qu'aucun n'était resté sous les décombres. Tous avaient échappé, mais 2 minutes avant, 2 des adolescents jouaient encore sous les bâtiments, dont ma mère d'ailleurs. 30 ans plus tard, cet effondrement spectaculaire défrayait encore notre petit journal familial où chacun exprima ses souvenirs. Les bâtiments ne furent pas reconstruits, et c'est à cette époque que la rue fut élargie de plus d'1 mètre. Et alors, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, j'ai un portail, là, qui se trouve dans la rue Joubert, mais en fait, le portail, au départ, qui était en bois, comme un grand portail en bois, se trouvait au coin. Oui. C'est-à-dire à la jonction entre la rue de Sauzet, la rue de Joubert et la rue du Temple. D'accord. Et du coup, maintenant, ça a été modifié. Après, ça a été modifié. Ils ont supprimé le portail du bout. Mon grand-père a fait une terrasse à ce moment-là. Et il a fait le portail et des portails sur les côtés. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Carde, pour le temps que vous nous avez consacré et pour ces précieuses informations. Si vous voulez en savoir plus sur la Naftelette, sur la Charentaise, sur Monsieur Brottier, n'hésitez pas à venir à la bibliothèque et vous aurez les renseignements que vous souhaitez. Alors, je voudrais rajouter quand même quelque chose, c'est que, bon, d'abord, il y aurait beaucoup de choses à dire dans beaucoup de domaines au niveau de Villefagnan et de sa région, parce que moi, j'ai une famille qui est là depuis très très longtemps, en fait, je dirais depuis le XVIIe siècle. Et autrement, je voudrais en profiter puisque la parole m'a été donnée, je vous en prie. Pour vous remercier, Isabelle, de donner la vie à ce lieu de rencontre qu'est la bibliothèque. Et puis, on n'y trouve pas seulement des livres, mais en fait, une occasion d'échanger aussi, de se voir, de faire des expositions, et peut-être quelquefois de discuter autour d'un café, qui sait. C'est vrai, on fait ça aussi. On aime beaucoup papoter d'un livre. Voilà. Alors moi, j'ai une histoire, je ne sais pas si un jour j'en parlerai, mais enfin, une histoire vraiment qui a défrayé la chronique au XIXe siècle, et qui a concerné un futur maire, et ça a été un drame amoureux, qui a fait courir toute la région d'Aigre, Mansle, Ruffec et Villefagnan. Dites-en-nous un petit peu plus maintenant que vous nous avez mis l'eau à la bouche. Il s'agit d'un enlèvement, d'une jeune fille, de la jeune fille d'un des maires, par un futur maire d'ailleurs. D'accord. Bon, et on ne l'a pas retrouvé tout de suite, et puis ça a été une grosse histoire. Ça a fait couler beaucoup d'encre partout. Bon, alors on fera une autre interview pour savoir la suite de cette histoire. Peut-être, voilà. C'est assez long. Alors on fera une autre interview. Merci beaucoup, Monsieur Carde. Allez, au revoir.